Bonjour et bienvenue dans les studios d'Iguié. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Philippe Mouhaïmana, un visage familier pour certains, notamment depuis les campagnes électorales de 2017, tandis que d'autres le connaissent à travers ses différentes activités. Dans cet entretien, nous allons découvrir son parcours, ses motivations à se lancer en politique, ainsi que sa vie quotidienne. Bonjour, monsieur Philippe Mouhaïmana. Bonjour, mais je vais commencer par corriger mon nom, c'est Mouhaïmana. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Et nous nous excusons pour cette erreur. Oui. Ok. Vous venez de participer aux élections présidentielles auxquelles vous étiez candidat indépendant. Mais avant d'y arriver, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Je suis Mouhaïmana. Et non difficile à prononcer à cause de la nasalisation qui précède. Oui, c'est le problème que j'ai connu moi aussi. Il y a beaucoup de gens ont les difficultés. Oui. Ma, c'est la particularité, en tout cas du Kinyarwanda, une nasale très très fort. Aujourd'hui, notre langue a ses difficultés. Elle est en train de passer de laisser, d'oublier cette combinaison nasale-consonne pour garder seulement la nasale. Donc les jeunes m'appelleraient Mouhaïmana. Voilà. Surtout que ça porte à tête à votre nom, à votre propre nom. Bon, on va finir peut-être par l'accepter, je ne sais pas. Sinon, à part mon nom, qui dit aussi ce que ça dit, Mouhaïmana, c'est, je dirais, un cadeau que mon père a donné à Dieu. Oui, d'accord. Ensuite, je suis donc un politicien indépendant, mais surtout un agent de l'État qui s'occupe de quelque chose dans la vie du pays. Surtout, c'est quoi? C'est l'engagement civique au ministère de l'Unité nationale, l'engagement civique. Oui. Et je ne sais pas me présenter en plus de cela. Est-ce que c'est un politicien de partir de 2017 ou avant? Pour devenir ce que je suis devenu, je dirais que je l'étais. Je l'étais dès ma naissance. Okay. Un politicien, c'est quelqu'un qui se préoccupe de l'avenir de la bonne cohésion, de la bonne vie des citoyens, qui a ce souci toujours de faire avancer son entourage. Ça veut dire qu'on peut bien vivre en promouvant ses intérêts ou bien une bonne cohésion dans son entourage, mais parfois quand on va au-delà de son entourage et qu'on s'intéresse à tout son pays, jusqu'à ce que même prétendre à faire partie des équipes dirigeantes, c'est là on devient politicien. Sinon, on fait la politique d'habitude et puis on le fait spécialement dans les compétitions électorales. Oui, avant de se lancer justement en politique, quelle était votre occupation? Bon, compte tenu, si vous voulez, compte tenu de l'histoire du Rwanda, où certains Rwandais ont pu fuir le pays pour l'instabilité politique qui était dans le pays. Quel a été votre parcours de cette période? Oui, mon histoire, c'est en même temps l'histoire de mon pays. Et j'étais étudiant à l'Université nationale du Rwanda en 1994. Mais avant cette date fatidique, j'étais un citoyen d'ordinaire, mais littéraire, poète, et j'écrivais, j'analysais, et surtout, je promouvais la paix autour de moi, la bonne entente entre les gens. Même pas étudiant? Oui. Depuis l'école secondaire, j'écris des poèmes, j'écris pour promouvoir la paix. C'est comme ça qu'alors, à partir de 1994, je me suis plus intéressé alors à comment mes compatriotes qui fuient le pays peuvent revenir en paix, bonne entente. Jusqu'à ce que, quand moi-même j'étais aussi parti en exil, j'ai continué toujours à me demander. C'était quand? 1994 jusqu'à 2012, j'étais en exil. Ouais. Et je suis revenu 18 ans après dans cette recherche permanente de la paix avec mon pays. Et
ce que je souhaitais pour moi, je le souhaitais aussi pour les autres. Oui. Et je continue même à aimer promouvoir le retour des réfugiés dans leur pays d'origine. Je sais que ce n'est pas un secret. Le Rwanda était par pied dans les 4 coins du monde. Vous étiez où exactement? J'ai fait le Congo, Oui. comme 2 millions de Rwandais. Et puis le Congo-Kinshasa, et puis Congo-Brazzaville. Puis j'ai fait le Cameroun. Et puis j'ai fait plusieurs années alors en France. Oui. Oui. Donc je suis rentré de la France après ce parcours de 18 ans d'exil. Vous étiez encore étudiant en France? Qu'est-ce que vous Oui, j'ai faisiez pu terminer mes études en France. Oui. Oui. J'ai terminé mes études au Cameroun, le niveau de maîtrise. Et puis en France, j'ai fait le niveau de maîtrise, de master. Et voilà, puis j'ai fait aussi la vie ordinaire de chercher à gagner la vie et dans plusieurs domaines du commerce, des entreprises, des industries et tout ça. Voilà. Mais je n'arrêtais pas toujours d'écrire oui. Pour mon pays, pour mon peuple. Oui. C'est peut-être la face cachée que pas mal de gens ignorent et que vous avez été écrivain, vous avez été poète. Hein? Bon, ma bibliographie est disponible partout. C'est un politicien qui tire sa vocation de l'art d'écrire. Et voilà. Et c'est pas vraiment caché parce que sur Google, si vous tapez Maïmana, toujours vous commencez par voir qu'est-ce que j'ai écrit. Et c'est l'histoire de mon pays, c'est l'histoire de mon peuple, et c'est mon histoire aussi que j'écris. Dans votre parcours, il paraît que vous avez été journaliste quelque part. C'était en France et au Cameroun ou? Déjà depuis mon pays, le Rwanda. Oui. Mon premier métier, à 20 ans, j'ai commencé à être journaliste à 20 ans. D'accord. Directement après l'école secondaire, je suis entré dans le métier de journaliste dans le Renfort, à Kigali. Et puis, j'ai participé à la création de notre télévision nationale. Et puis, une fois à l'exil aussi, j'ai continué le métier de journaliste dans les camps de réfugiés. J'ai fait beaucoup de reportages. Et puis, voilà. Et dans l'exil, dans d'autres pays aussi, j'ai fait des études de journalisme, j'ai fait des exercices dans les télévisions européennes. Pas trop, bien sûr. Pas trop. Mais c'est vraiment le métier de journalisme, c'est mon principal métier. Oui, d'accord, si vous permettez, on pourra peut-être s'organiser pour y revenir et faire un débat parce que compte tenu du rôle de la radio nationale qui a participé peut-être aux événements de 1994. Mais pour continuer peut-être, on revient un peu sur votre occupation quotidienne aujourd'hui au ministère. Quelle est votre position, votre responsabilité? Bon, je suis chargé de la promotion de l'engagement communautaire. L'engagement communautaire, c'est quoi? C'est trouver tous les contenus et tous les programmes qui peuvent aider les citoyens à participer dans le processus du développement local. Et dans la démocratie, dans la protection, dans toute la recherche des solutions et à l'aide des voies propres, indigènes, culturelles, se mettre ensemble, participer dans des... Voilà, c'est ça, ça fait partie donc des missions du ministère de l'Unité nationale, de l'engagement civique, et c'est ce que je m'occupe, oui. Un peu partant aussi même de mon expérience et de mes compétences et qui ne sont pas loin de cette tâche. Oui, oui. D'accord. Alors, on revient sur le processus électoral que nous venons de traverser. Et vous êtes présenté pour la deuxième fois comme candidat présidentiel indépendant à l'heure des élections de 2024. Bien que vous n'avez pas remporté ces élections, quelle était votre principale motivation pour se lancer justement en politique? Ma motivation, c'est de proposer
une vision de l'avenir de mon pays aussi. Parce que quand on fait la politique, c'est présenter un projet sur tous les domaines. Qu'en dis-tu? Qu'en disais-je? Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. C'était ça mon objectif, de montrer aux citoyens, selon moi, qu'est-ce qui peut être les bonnes infrastructures, qu'est-ce qui peut être la bonne cohésion sociale, qu'est-ce qui peut être la santé, l'éducation. Voilà. Donc, c'est ça qui met un citoyen dans ce jeu électoral, parce que c'est l'occasion de débattre sur des projets de société. Oui. C'était ça mon objectif. Bon, s'il faut parler d'un échec, parce que si vous vous êtes porté candidat, quand même, il fallait que vous remportiez aussi les élections, mais ce qui n'a pas été le cas. Comment, personnellement, vous avez géré cet échec et politiquement, comment vous parvenez à gérer cet échec? Je gère ça en ne le considérant pas comme échec. Parce que ça peut être un échec par rapport à ce à quoi je m'attendais comme résultat. Voilà, c'est pourquoi, en fait, moi, je me permets de l'appeler un échec. Oui. Quand on entre dans ce jeu, on a un résultat attendu. Oui. On se fait un sondage intérieur. On se fait... on rêve et on espère et puis on se bat. On se bat pour arriver à ce résultat. Franchement parlant, je ne m'attendais pas au résultat que j'ai eu. C'est pour ça que je peux considérer ça comme échec. Mais quand je regarde mes compétiteurs, quand je regarde le peuple, comment il est satisfait du résultat, de mon résultat aussi, comment on fait comprendre que ce résultat me convient, donc j'accepte. Et donc j'essaie de ne pas considérer ça comme échec. Parce que ça a permis quand même à mon peuple d'aboutir à son choix. Et je le gère comme ça. Et j'apprécie que... D'ailleurs, j'ai pu comprendre que quand tu cherches un score plus élevé, il faut savoir que ton concurrent aussi en cherche un score plus élevé. On ne peut pas tous avoir le même score plus élevé. Quand un gagne davantage, l'autre perd aussi. Ouais. Voilà. Donc, en perdant quelques points, il y a un concurrent qui a eu des points de plus, qui a récupéré ses points, et je ne les ai pas donnés gratuitement. Donc, ça montre que je me suis battu, et je suis donc content de mon effort. Et c'est le peuple qui a arraché une partie sur moi et a donné à un autre qui a gagné. Et donc, voilà, j'accepte. Donc, vous étiez à côté de deux autres candidats, dont le candidat d'Otaïro FPR et le Green Party. Est-ce que la place que vous avez eue aurait-il répondu à votre attente en termes de résultats? Je disais justement que le résultat, quand tu comprends le jeu électoral, et et que tu l'admets, que tu l'acceptes, je ne trouve pas un autre commentaire. C'est-à-dire, le résultat final détermine le résultat personnel. Oui. Et vraiment, et puis, quand nous nous battons, nous regardons à côté le gagnant de ces élections, qui est le président actuel, qui était le candidat du FPR. Oui. Il avait vraiment fourni des efforts. Il avait vraiment fait campagne. Il avait vraiment droit à gagner ce qu'il a gagné. Et nous, on ne peut pas dire que nous autres perdants n'avons pas aussi fourni nos efforts. Oui, bien sûr. Mais ça se démontrait que vraiment il méritait ce qu'il a gagné. Oui, certains partis politiques, ont opté pour s'allier au parti FPR. Pourquoi vous n'avez pas pris cette décision aussi de s'allier pour dire, OK, je vois que je vais céder à FPR qui visiblement va gagner les élections? Non, c'est une alliance de très longue date et je n'étais pas là. Donc, ils se sont alliés dans Mais je crois qu'on n'a pas clôturé des alliés. Hein?
Oui, on peut toujours s'introduire, mais ça prend du temps, ça a toujours des raisons. Et cette alliance, en fait, qui est au Rwanda, elle date du début de cet régime du FPR des années 98, comme ça, 94. Et ça s'enracine même dans les accords d'Arusha, dans la participation de ce qui est devenu. Voilà. Il y a certains partis qui ont été exclus, et il y a d'autres qui ont été retenus. Tu vois, et dans cette formation, je viens un peu nouveau sur le sujet politique et directement s'introduire dans cette longue histoire d'alliance. Il faut que tu sois invité, il faut que tu sentes le besoin, il faut que, quand le besoin viendra, j'y répondrai. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein, parce que la Constitution définit qu'un parti peut exister en tant que parti, mais un collectif de partis aussi, ou bien une association et un groupement de partis, ça fait partie aussi du jeu politique. Donc, pour le moment, je reste indépendant, comme il y a des partis aussi qui sont seuls, indépendants, et ça ne me gêne pas. Il faudra attendre et voir si vraiment des alliances sont nécessaires. Et puis aussi, en tant qu'indépendant, on ne peut pas parler d'alliance. Oui, d'accord. Indépendant, c'est peut-être adhérer à un parti ou pas. Parce que ça ne sera pas une alliance d'un indépendant avec un parti. Ou alors c'est possible, je ne sais pas. Mais je ne suis pas encore là. Est-ce que vous comptez créer un parti pour relever ce défi avec les deux élections que vous n'avez pas gagnées? Non, j'ai essayé. Une fois, j'ai eu cette idée, mais il faut plutôt voir dans les partis existants si vraiment l'indépendance d'un candidat continue un peu à le défavoriser. Il faudra commencer par voir déjà les partis qui existent. Mais il faut aussi voir cette histoire d'alliance. Parce que si j'adhère, par exemple, dans un parti existant et qui a déjà une alliance avec notre parti, c'est comme si j'adhère dans une alliance. Si j'adhère dans un parti et qui, finalement, ça gêne cette alliance et que le parti perd ses faveurs, c'est que ça va les gêner aussi. Oui. Voilà. Il faut bien étudier le jeu et on a du temps pour savoir. Avec les deux fois que vous tentez justement de se présenter comme candidat présidentiel, comment ça va continuer? Est-ce que vous comptez continuer ou bien vous allez encore une fois tenter pour la 3e fois, 4e fois? Ce que je souhaite, ce n'est pas que je tente indéfiniment, c'est que je donne qu'il y ait une issue, une suite, et un héritage démocratique à mes petits frères. Heureusement, je suis encore jeune pour dire que je ne peux pas retenter. Mais s'il y a quelqu'un qui peut faire mieux, ça serait mieux que je l'encourage. Et sinon, le pays aura toujours besoin d'un débat démocratique. Le pays aura toujours besoin de nouvelles visions du projet social. Durant la campagne, quels étaient les principaux points distinctifs de votre programme que vous avez présenté à la population? Si vous avez suivi vous-même, je ne sais pas, on ne va pas résumer la campagne, mais les points distinctifs, ça reste toujours ma particularité, ma vision des choses. Si j'énumérais 50 points, c'est que tous ces 50 points, c'était distinctif, c'était mes propres visions. Et je ne vais pas les détailler, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur tous les points que j'ai présentés, je continuerai toujours à les défendre, et parce que c'est ça qui construira notre démocratie. Même, je ne les défendrai pas en vue de gagner des voix. On n'est pas dans la campagne électorale. Mais
le projet qui dirige le pays, il pourra toujours se référer à ma position pour se valider, se valoriser. Et moi, je serai toujours là pour conclure que oui, finalement, ma vision était vraiment... c'est pas seulement le vote qui est petit, qui les dévalorise, mais c'est que on va toujours se dire, ah oui, d'ailleurs, ta position n'était pas forte. Donc, ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Mais le débat va toujours continuer à exister. Sur chaque projet, il faudra faire appel, jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que Philippe disait de cela? Qu'est-ce qu'Mpaïmana avait proposé? Bon, wow, c'était pas utile. On continuera par des nouvelles propositions qui sont sur la table. Mais je pense qu'on ne jettera pas dans la poubelle. Non, pas vraiment dans la poubelle. Comment comptez-vous alors collaborer avec le FPR qui a gagné les élections pour que certains points au moins de vos programmes puissent être intégrés dans la politique actuelle? Non, ça ne se fait pas par force. Ça se fait, c'est un volontarisme que j'ai affiché déjà dans la déclaration de ma reconnaissance de défaite. J'ai dit, mon projet, mes idées vous sont à disposition. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis aussi à votre disposition pour rendre service à mon pays à côté des autres citoyens. N'est-ce pas si c'est donné, c'est offert. N'est-ce pas qu'il vous faut une stratégie justement pour faire une sorte d'influence sur le parti au pouvoir pour que votre programme, ne fût-ce qu'une partie, puisse être intégrée dans la politique actuelle? Non, ça serait trop tard. Ça ne se fera pas. Je l'ai fait une fois dans cette déclaration. Comme je dis, j'ai dit, tout en acceptant ma défaite, je mets à votre disposition mes idées. Mais pour la suite, maintenant, c'est la participation ordinaire dans le jeu démocratique, mais pas venir chercher à faire valoir mon projet. Non, c'est participer, parce que je l'ai donné une fois. Je ne peux pas continuer à forcer. À faire pression. Non. Oui, d'accord. Oui. OK, merci beaucoup pour l'éclairage sur toutes ces questions, M. Philippe. Je vous en prie. C'est un plaisir de vous accueillir ici dans les studios de Iguihé. Je remercie également à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci également à nos équipes des studios qui nous aident à la réalisation de ces émissions. Le Veré Bazikamwe était à la présentation. À la prochaine.